Place à présent à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis, le successeur de Joe Biden, a prêté serment ce lundi après un discours d'une trentaine de minutes dans lequel il a livré sa vision pour l'Amérique. Le chef de l'État a signé ses premiers décrets et nominations. Retour sur l'investiture de Donald Trump avec M. Amin Qarqash, consultant international en communication politique et affaires publiques. Bonjour Amin Qarqash, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors c'est un discours qui marque sans aucun doute l'histoire des États-Unis, un discours qui tranche avec celui de ses prédécesseurs. Donald Trump a multiplié les annonces lors de sa prise de parole ce lundi. Monsieur Qarqash, selon vous, que faut-il retenir de ce discours ? Alors, c'est d'abord un discours qui est taillé sur mesure pour satisfaire les attentes de sa base électorale, de la coalition électorale qui a forgé et qui lui a permis de remporter la victoire. D'ailleurs, il a tenu à remercier durant son discours le support que lui a fourni l'électorat afro-américain, hispanique, et notamment l'électorat hispanique dans lequel Trump et les républicains ont opéré un virage stratégique, rappelant par là même que les démocrates ont perdu le monopole de ce vote, et c'est un vote qui est vital pour l'avenir des républicains. Donc M. Trump, on le rappelle, a été élu sur un fond de colère contre la gestion de l'inflation par les démocrates et en raison de l'échec des démocrates à résoudre la crise migratoire. Donc c'est sur ce fond de colère-là que M. Trump connecte avec les électeurs en parlant d'une Amérique en crise de confiance, en parlant d'une Amérique qui aurait été trahie par les élites. Ce sont des mots forts que M. Trump a utilisés et c'est cette trahison que M. Trump promet de renverser. Donc M. Trump capitalise sur ce sentiment de colère pour établir le contraste avec les démocrates et tourner brutalement la page des 4 années démocrates en annonçant des décrets qui opèrent des virages majeurs en matière de politique migratoire, en matière de politique énergétique et aussi autour de la question de l'identité de genre. Et au final, M. Trump ancre son discours dans une perspective historique plus large en faisant appel à une vieille doctrine du 19e siècle, la doctrine de la destinée manifeste, qui justifie et qui en fait postule le droit divin des États-Unis à s'étendre à travers le continent américain afin d'y renforcer sa domination, afin de renforcer sa domination au sein de sa sphère d'influence, dans un contexte aujourd'hui différent du 19e siècle évidemment, mais dans un contexte d'affrontement géopolitique mondial entre les sphères d'influence américaines, russes et chinoises. Donald Trump a annoncé lors de son discours d'investiture qu'il décréterait un état d'urgence énergétique national visant à doper la production d'hydrocarbures des États-Unis, déjà premier producteur mondial, en plus de sa sortie de l'accord de Paris. Quelle lecture faites-vous de ces annonces très peu compatibles avec les enjeux écologiques ? Alors, d'abord, sur l'enjeu énergétique, on rappelle que la stratégie de M. Trump est de réindustrialiser les États-Unis, de relocaliser la production industrielle, mais sans créer de pression inflationniste, en s'assurant que les entreprises aient un accès fiable et abordable à l'énergie. Donc, une façon pour lui d'assurer cet objectif est justement d'augmenter et de renforcer les incitations à la production pétrolière aux États-Unis. Et on le rappelle, en fait, les États-Unis, depuis 2019, ont acquis une souveraineté énergétique dans la mesure où ils sont devenus exportateurs nets de produits pétroliers et de produits gaziers. Et ça permet aux États-Unis, en fait, de réduire leur vulnérabilité face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont un impact sur le prix du pétrole et qui ont un impact sur la capacité des États-Unis d'avoir accès à l'énergie. Donc M. Trump, en bout de ligne, capitalise sur cet avantage stratégique et dans sa perception, ce n'est pas compatible avec les accords de Paris sur le climat. Et ça traduit aussi la défiance traditionnelle de M. Trump vis-à-vis des organisations multilatérales qu'il perçoit en fait comme diluant
la puissance et l'influence des États-Unis. Aussitôt dit, aussitôt fait, Donald Trump a signé les premiers décrets de son mandat. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces décrets? Absolument. D'abord, parlons un peu de la stratégie en elle-même des décrets. Donc, c'est d'abord une façon pour M. Trump de rapidement prendre des décisions, en fait, de rapidement imposer le narratif, de façonner le narratif de son début de mandat, pendant que les démocrates sont affaiblis sur le plan politique, sont privés d'un leadership clair et d'une direction politique cohérente. Donc, M. Trump profite d'abord de cet avantage stratégique pour imposer son narratif. Ensuite, oui, il a signé les décrets. Monsieur Karkash, Donald Trump a signé ses premiers décrets moins de 2 heures après son investiture. Donc, un focus ou bien comment expliquer cette rapidité? S'agit-il d'une politique d'action de la part de Donald Trump? En fait, ça renvoie un signal clair aux personnes, aux supporters de M. Trump, qu'il respecte rapidement et qu'il met en œuvre rapidement ses promesses électorales. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu des décrets, c'est que malgré la rapidité de leur adoption, les décrets restent très fragiles sur le plan politique et sur le plan légal. Ça reste fragile sur le plan politique parce que le prochain président peut les supprimer d'un trait de plume et peut rapidement y mettre fin. Et c'est fragile sur le plan légal parce que le pouvoir du président à prendre des décisions dans le cadre des décrets est limité, donc ça peut être contesté devant les tribunaux, et ce sont donc des décrets qui potentiellement peuvent être invalidés par les tribunaux. Ce n'est pas aussi solide qu'une loi adoptée par le Congrès, et enfin, ça permet à M. Trump de contourner l'aval du Congrès. On le rappelle, un décret sur une décision unilatérale prise par le président sans l'aval du Congrès. Et dans un Congrès où M. Trump a une majorité très fragile, où on se dirige dans un scénario où il ne peut pas se permettre de perdre un seul vote, prendre des décisions en contournant le Congrès est une stratégie que M. Trump trouve pragmatique et efficace. Droit de douane, relation avec l'OTAN ou bien la vente de gaz naturel liquéfié, sur tous ces sujets, le retour de Donald Trump est un grand test pour l'Europe. L'Europe doit-elle s'inquiéter et saura-t-elle anticiper les bouleversements qui se profilent sur son marché économique et inventer des alternatives? Alors, on le rappelle que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a dévoilé au grand jour les vulnérabilités de l'Europe en matière d'accès à l'énergie, et ça impose à l'Europe d'accélérer justement la transition énergétique, mais aussi, en attendant les résultats de la transition énergétique, d'avoir un accès fiable à l'énergie. Et c'est là où les États-Unis se cherchent à se positionner comme un acteur, un partenaire stratégique en matière d'approvisionnement de gaz naturel liquéfié. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que, si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, l'Allemagne a longtemps bâti sa compétitivité sur l'accès à une énergie abordable de la part de la Russie. Mais aujourd'hui, quand les Allemands vont se tourner vers les États-Unis pour acheter du gaz naturel liquéfié, c'est un gaz qui va coûter beaucoup plus cher aux Allemands, qui va peser sur la facture des contribuables et des entreprises allemandes, pour ne prendre que l'exemple allemand. Donc ça remet en cause tout le modèle sur lequel a été bâti le cœur industriel de l'Europe. Donc aujourd'hui, les pays européens sont en attente, essaient de négocier le meilleur partenariat possible avec les États-Unis, sachant qu'ils sont très vulnérables en matière d'accès à l'énergie. Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue américain et s'est dit ouvert au dialogue sur l'Ukraine pour aboutir à une paix durable. Doit-on s'attendre à un changement de fond dans la position américaine sur le conflit en Ukraine? Alors, il faut d'abord rappeler que M. Trump va hériter d'une OTAN qui est divisée sur la réponse à apporter à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On le rappelle, le mois de novembre dernier, M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a brisé l'isolement diplomatique de M. Poutine en l'appelant. Et d'un côté, on a les pays sur le côté oriental de l'Europe qui sont en fait beaucoup plus méfiants vis-à-vis d'un accord de paix avec M. Poutine, sachant que M. Poutine ne va pas nécessairement respecter ces accords et va peut-être même profiter des fragilités de ces accords pour continuer à faire des gains territoriaux. Donc c'est une Europe
C'est une OTAN plus divisée dont M. Trump va hériter. Et je crois que M. Trump, si on se fie à une note qui a été publiée par son envoyé spécial dans la région, dans le cadre d'un think tank, je crois que M. Trump va essayer de mettre en place un plan qui repose sur 3 principes. Premièrement, un accord de cessez-le-feu, la création d'une zone démilitarisée, mais surtout la condition à ce que l'Ukraine accepte de rentrer en négociation avec M. Poutine si ils veulent que les États-Unis renouvellent leur aide militaire. Donc c'est vraiment sur fond de tension que les négociations vont être annoncées. Monsieur Amin Karkash, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. Avec grand plaisir et très bonne journée.